Concerne le 19e siècle, l'essor de la connaissance, il y a des très grands progrès, notamment parce que dans le domaine des mathématiques, qui est un langage qui s'applique à toutes les autres sciences, il y a des progrès tout à fait importants, notamment en matière de calcul. Alors d'abord avec Évariste Galois, qui a permis des calculs à un nombre très important d'inconnus, c'est ce qu'on appelle les champs de Galois, mais surtout également des mathématiciens comme Riemann et Lobachevsky, qui ont voulu prouver par l'absurde le postulat d'Euclide et qui ont révélé de nouveaux univers mathématiques et géométriques. D'abord celui de Riemann, avec lequel le point le plus court le trajet le plus court d'un point à un autre est constitué par le grand arc de cercle négatif, et c'est un espace nouveau dans lequel on peut placer plusieurs parallèles, si je m'abuse, à un point, mais également c'est un univers qui à 4 dimensions qui va permettre de déboucher sur les travaux d'Einstein et ce qui correspond à l'espace d'Einstein. Bon, de même que les travaux de Lobachevsky, on a donc toute une série de progrès qui vont permettre de développer les sciences physiques, et notamment en matière d'électricité avec les travaux de Maxwell, mais également Faraday et plusieurs autres qui vont préparer l'avènement d'une synthèse qui sera celle entre l'énergie, la matière et le travail, en montrant qu'il y a une équivalence, et notamment la découverte des électrons et tous les travaux sur l'électromagnétisme, mais également aussi dans d'autres domaines, notamment le domaine de la physique et de la chimie qui vont se rapprocher, et les physiciens vont finir par admettre la notion d'atome, et on aboutira aux conclusions de Niels Bohr à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, sur la structure même de l'atome. Et il va y avoir des répercussions dans diverses sciences comme la chimie, où si d'abord on a une chimie qui est une chimie minérale, on aura également une chimie qui sera assez balbutiement dans le domaine organique, avec le développement, par exemple, des découvertes comme celle de l'acétylène, et bien sûr dans d'autres domaines qui sont celles de la biologie, avec Darwin, Mendel et la génétique, sans oublier pour la physique la table périodique des éléments de Mendeleïev. Donc c'est dans ce contexte que va se développer l'écrivain et les œuvres de Jules Verne, dont vous devez traiter, et notamment dans La Terre à la Lune en 1865, c'est au moment où se termine la guerre de sécession. Et donc ça correspond aussi à l'esprit de Jules Verne, où c'est l'Amérique un monde de liberté, avec un certain nombre de valeurs qui sont celles de l'émancipation, et à la croyance du 19e siècle qui est dans celle d'un progrès qui va être infini. Alors en 1865, c'est la fin de la guerre de sécession, nous sommes encore en plein milieu du Second Empire, et c'est l'intervention de Napoléon III au Mexique qui est tout à fait désastreuse. Alors en ce qui concerne le livre de Jules Verne, ça correspond aussi à cette croyance du progrès, de l'ingénieur qui constitue le nouveau héros du monde, c'est-à-dire celui qui est aventureux, qui invente, qui innove, qui apporte justement le progrès. Et cette idée de progrès, chez Jules Verne, si elle est très présente dans les années 1860, beaucoup plus tard, il va y avoir un certain pessimisme, dans la mesure où il va concevoir le personnage du savant prisonnier d'un groupe de bandits qui veulent utiliser des armes de destruction massive. Donc il y a tout à fait quelque chose aussi qui est assez prophétique dans le monde de Jules Verne. Et en ce qui concerne de la Terre à la Lune, le seul moyen qu'il y avait à l'époque pour concevoir le trajet, c'était l'utilisation d'un canon suffisamment puissant. Et il n'y avait pas encore les travaux du russe Tcherstolovsky, qui a été le père de l'astronautique. Alors maintenant, il y a plusieurs problèmes qui se posent avec le canon de Jules Verne. Le premier, c'est que, en dépit du coussin d'eau qui avait été prévu pour amortir le départ, les passagers auraient été réduits en bouillie. Ça, c'est le premier élément.
Deuxièmement, l'utilisation du fumier coton, qui est un explosif brisant, et je ne suis pas certain que le canon aurait résisté à la décharge de départ. Et puis le problème dessus de la rentrée, c'est-à-dire que vraisemblablement, en admettant qu'ils aient pu réellement faire le tour de la Lune, dans quelle mesure l'obus n'aurait pas été complètement consumé par le frottement dans l'atmosphère. Mais ce qui est tout à fait significatif, c'est que Jules Verne, c'est quand même le reflet de la pensée scientifique d'une époque, parce qu'elle est extrêmement documentée, hein, parce que l'idée d'utiliser des batteries pour propulser à l'électricité un sous-marin, c'est quelque chose qui est tout à fait prophétique sur le plan technologique, hein. C'est le principe du sous-marin classique, hein, qui recharge ses batteries en surface et qui ensuite va naviguer en utilisant le courant électrique contenu dans les batteries. Bon, donc là, vous avez ces éléments, et Jules Verne, c'est pas seulement, comme on croit, un auteur pour enfants, mais c'est quelqu'un qui va avoir une réflexion sérieuse à la fois sur le progrès, sur le monde dans lequel il vit, et puis également aussi ses dangers.